Oui, il est visible. Ok, super, super. Merci encore. Et donc, nous sommes pris par le temps. Nous devions commencer à 10 heures. On a eu quelques soucis techniques. Et donc, encore une fois, désolé pour ce petit retard, pour ce petit contretemps. Il est déjà 10h46. Donc, on va aller rapidement dans le vif du sujet. Donc, nous avons été conviés ce jour pour pouvoir parler de l'analyse technique, pour pouvoir voir comment est-ce que on peut utiliser l'analyse technique pour pouvoir prendre des décisions vraiment éclairées sur les marchés boursiers et principalement le marché boursier sous-régional sur lequel nous investissons tous ou bien nous aspirons à investir. Donc, dans cette petite présentation que je vais vous faire, nous allons voir comment on peut utiliser les outils de l'analyse technique pour pouvoir gagner en bourse. Et on verra aussi s'il est possible de pouvoir prédire les mouvements boursiers de telle sorte que nous puissions prendre les meilleures décisions possibles et gagner à la BRVM. Avant d'évoluer dans les outils et dans les probables prédictions de l'analyse technique, vous devez comprendre que l'analyse technique, en fait, c'est une technique d'investissement en bourse très ancienne qui a été développée par Charles Dow. C'est une technique qui est basée en fait sur la psychologie des marchés boursiers. Elle se concentre principalement sur le prix de l'action, sur les prix des différentes actions cotées, plutôt que sur les facteurs qu'on peut appeler les facteurs externes. Ce que j'appelle facteurs externes ici, c'est les fondamentaux, ça peut être aussi les nouvelles économiques qui peuvent nous amener à prendre des décisions. Donc, en analyse technique, on considère que les fondamentaux et les nouvelles économiques sont des facteurs externes au marché. Il faut aussi dire que pour les praticiens ou les pratiquants de l'analyse technique, ce qui est important, ce ne sont pas les nouvelles économiques, ce ne sont pas les informations, c'est plutôt la manière dont les opérateurs du marché boursier, c'est-à-dire les investisseurs du marché boursier, vont réagir face aux différentes informations. C'est vraiment ce qui est capital, c'est vraiment ce qui est important. C'est une approche vraiment stratégique qui ne met pas en cause la notion de valeur fondamentale ou d'analyse fondamentale, mais c'est une autre manière de voir les choses, c'est une manière stratégique de voir les choses qui soutient que il peut y avoir une divergence profonde entre les fondamentaux, entre les données économiques et le cours de bourse à proprement parler. Et donc, en analyse technique, on va considérer que l'évolution des prix des actions sur le marché boursier est le résultat exclusivement de la confrontation des offres d'achat et des offres de vente. On résume cela par une phrase très simple qui dit que le prix sur le marché boursier est uniquement et entièrement déterminé par la loi de l'offre et de la demande. Et donc, pour pouvoir pratiquer de l'analyse technique de manière efficace, il y a des principes de base que nous devons connaître et que nous devons aussi accepter. Donc, dans cette présentation, je vais d'abord vous parler des trois principes de base de l'analyse technique. Ensuite, on avancera un peu sur les méthodes que nous pouvons utiliser en analyse technique pour pouvoir faire de l'argent sur les marchés boursiers. Donc, nous avons trois principes de base en analyse technique. Le premier principe de base, c'est que les cours suivent les tendances. Le deuxième principe de base, c'est que l'histoire
dans l'évolution des cours de bourse se répètent à tout moment. Et le troisième principe, c'est que tout ce qui peut influencer le cours de bourse, tout ce qui peut permettre au cours de bourse de monter ou de baisser, est à tout moment déjà inclus dans le prix. Dans le jargon, on dit que tout ce qui peut influencer le cours de bourse est déjà à tout moment pricé. Ok? Je reviens un peu sur ces trois principes de base de l'analyse technique. Le premier principe dit que les cours suivent les tendances. D'abord, c'est quoi une tendance? Une tendance, c'est en fait un mouvement général du prix de l'action. C'est-à-dire les prix de l'action ou les prix des actions évoluent dans le temps. Et cette évolution peut se faire dans un mouvement ascendant comme dans un mouvement descendant ou même dans un mouvement qui n'est ni ascendant ni descendant. Donc à tout moment, lorsque vous voulez vous positionner sur un marché de bourse ou sur un titre, vous devez déjà constater le mouvement du prix de l'action. Est-ce qu'il est ascendant? Est-ce qu'il est descendant? Est-ce qu'il n'y a ni mouvement ascendant ni mouvement descendant? Si vous ignorez ce fait-là, vous risquez d'avoir un très mauvais timing. On reviendra, si vous voulez, après sur la notion de timing. Deuxième principe de base, on a dit que l'histoire se répète dans l'évolution des prix des actions. Donc, sachez que lorsque les prix des actions sont en train d'évoluer, que ce soit à la hausse ou à la baisse ou de manière latérale, ces prix-là vont dessiner en fait des configurations graphiques qu'on peut appeler soit par exemple des doubles sommets renversés, des triples sommets, des têtes-épaules renversées, pardon. Et ces mouvements-là ou ces configurations graphiques vont à tout moment se répéter. Donc la répétition de ces configurations graphiques peut nous aider à prendre des décisions éclairées. Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que dans l'évolution des cours de bourse, il y a des phénomènes qui se répètent à tout moment. Et le fait que ces phénomènes se répètent là, on peut essayer d'élaborer des règles en fonction de cela. On reviendra peut-être là-dessus. Et le troisième principe de base de l'analyse technique, c'est que tout ce qui peut influencer la valeur d'un titre, ou le prix d'un titre est à tout moment reflété dans le prix de l'action. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que en analyse technique, on considère que les intervenants du marché viennent avec leurs différentes informations reçues, leurs analyses, leurs interprétations des informations. Et tout cela va leur permettre d'agir d'une certaine manière sur les cours de bourse. Donc, nous, en tant qu'intervenants, quand nous abordons le marché, on peut chercher à comprendre qu'est-ce qui motive les gens qui font, par exemple, bouger le cours à la hausse, ou qu'est-ce qui peut motiver les gens qui font bouger le cours à la baisse. On peut chercher à le savoir. Mais selon les principes de l'analyse technique, il est inutile d'aller rechercher toutes les raisons qui font bouger les cours. Ce qui est pertinent de faire, c'est d'observer l'évolution de ces cours-là. Parce que toutes les informations disponibles sur une société, sur une action, sont déjà contenues dans le prix de l'action. Donc, aller rechercher encore toutes ces informations peut être quelque chose de contre-productif pour nous. Donc, on va se contenter d'observer l'évolution de ces cours et de pouvoir prendre des décisions éclairées en fonction de la tendance du mouvement. Donc, voici les trois principes de base sur lesquels nous nous basons pour faire de l'analyse technique. Et ces principes-là, vous devez les connaître, vous devez aussi les accepter. Quand on a connu ça et quand on a accepté cela, on peut maintenant chercher à déterminer des opportunités
sur les marchés boursiers et principalement sur notre marché boursier sous-régional qui est la BRVM, qui nous intéresse tous. Donc, il faut savoir qu'il y a une infinité de méthodologies qu'on peut utiliser pour pouvoir déterminer des opportunités. En fonction de notre expérience du marché, on a des stratégies que nous utilisons. D'abord, quand nous sommes débutants, donc dans ce paragraphe, je vais d'abord aider des gens qui sont débutants, qui viennent de connaître le marché boursier, qui viennent de se lancer dans les investissements boursiers, à pouvoir déterminer des opportunités de manière éclairée, comme si c'était vraiment des pros du marché. Donc, ce que vous devez savoir, c'est que quand vous êtes débutant en investissement boursier, il y a ce qu'on appelle les IPO, si vous voulez, les offres publiques de vente. Donc, les premières opportunités que vous pourrez déterminer en étant débutant en investissement boursier sont autour des offres publiques de vente, sont autour en fait des introductions en bourse. J'appelle introduction en bourse le fait qu'une société arrive sur le marché boursier pour se faire coter. Ok? Actuellement, nous avons l'opération de l'introduction en bourse de la société Banque internationale du commerce et de l'industrie du Bénin, qui a dû clôturer la vente de ses actions au marché primaire la semaine passée. Je ne sais pas si l'opération a été effectivement clôturée ou bien on a essayé de prolonger un peu pour permettre encore à d'autres personnes de pouvoir profiter de cette offre. Vous devez comprendre que ces genres d'introduction en bourse représentent des opportunités pour des débutants. Ça peut être aussi des opportunités pour des investisseurs expérimentés, mais principalement pour des débutants, c'est une opportunité. Pourquoi c'est une opportunité? Parce que vous devez savoir que sur le marché boursier, il y a de bonnes sociétés, il y a des sociétés pourries aussi. Et donc, acheter une société pourrie, lorsque vous commencez vos investissements en bourse, peut vous décourager totalement d'investir en bourse et peut vous éjecter du marché. Ok? Parce que vous n'aurez pas les résultats escomptés. Alors qu'en participant à une OPV, vous n'allez certainement pas faire la meilleure affaire du monde, mais vous aurez acheté une société qui n'est pas pourrie. Parce que pour qu'une société s'introduise en bourse, il y a quand même quelques vérifications qui sont faites par le régulateur et par les SCGI qui vont accompagner cette société pour s'introduire en bourse. Et donc, en participant simplement à cette opération, en ne sachant pas grand-chose de la bourse, vous faites une opération qui n'est pas véritablement dangereuse pour vous. Je ne suis pas en train de dire que ça va forcément vous donner de l'argent, mais vous êtes sur un bon chemin. Pourquoi je le dis? C'est par expérience que je le dis. Pour vous le montrer, j'ai pris les 10 dernières introductions en bourse du marché boursier de la BRVM. Et nous allons observer ensemble, nous allons être capables de tirer des conclusions, de pouvoir élaborer une règle, ok, entre nous ici pour nous permettre de pouvoir anticiper certaines choses. Et donc, regardez par exemple ici, nous avons les configurations graphiques des introductions en bourse qui se sont faites sur le marché boursier de la BRVM depuis 2015. Ici par exemple, vous voyez en miniature la configuration graphique de l'action BOA Sénégal qui s'est introduite en bourse en 2015, je crois bien. Qu'est-ce qu'on constate ici? On constate que dès l'introduction en bourse de cette société, il y a eu une envolée haussière
de ce titre-là. Donc, vous voyez bien la hausse du prix de l'action BOA Sénégal dès l'introduction en hausse, un rallye haussier qui est très violent, qui est très rapide aussi. Et après, qu'est-ce qui se passe? Le titre se crache et après, dans un troisième temps, on a un retournement haussier et le titre commence maintenant à prendre son envol dans une tendance beaucoup plus saine. Ici, on a la configuration graphique de Total Sénégal. Il y a aussi, dès les premières semaines ou les premiers jours de l'introduction au marché secondaire, il y a encore l'envolée haussière et après le titre se crache et on finit par remonter par la suite et le titre continue à lancer dans une tendance de fond toujours haussière. Ici, on a BOA Mali qui s'introduit en bourse. Les premières journées de cotation sont soldées par une hausse du cours de l'action. Après, le titre se crache et après, on se stabilise plus ou moins. Et dans les derniers mois, dernières années, on sent que le titre est en train de remonter la pente haussière. Ensuite, on a la CIB Côte d'Ivoire qui s'est introduite en bourse. Dès les premières journées de cotation, on a eu une petite hausse et après le titre s'est craché et ensuite on a eu une tendance haussière qui s'est produite. Coris Banque Internationale, dès les premières journées de cotation, fulgurante hausse, le titre se crache et on remonte la pente. Sucrivoire, c'est l'exception dans ces 6 introductions en bourse qui sont là. Dès l'introduction en bourse de Sucrivoire, le titre se crache directement et depuis lors, le titre n'a pas encore réussi à remonter la pente haussière. On continue un peu avec NCA Bank. Dès son introduction en bourse, légère hausse et le titre se crache et on remonte la pente. Ecobank Côte d'Ivoire, presque pareil. Le titre monte un peu, on se crache et on remonte la pente. Aura Group Togo ressemble plus ou moins à Sucrivoire. Dès l'introduction en bourse, le titre se crache directement et jusque-là, on n'a pas encore réussi à remonter. Et pour finir, Orange Côte d'Ivoire, où il y a, à l'image de la CIB Côte d'Ivoire, une légère hausse, ensuite une consolidation et après, on remonte la pente. Pourquoi je vous montre tout ça? Je vous montre tout ça pour que vous voyez qu'il y a des mouvements qui sont récurrents. Et quand un mouvement est récurrent en bourse, on peut anticiper certaines choses. Donc, sur les 10 introductions en bourse que je viens de vous présenter, sur au moins 8, il y a eu, après l'introduction en bourse, un crash et après, on a remonté la pente. Donc, ici, vous devez comprendre que vous pouvez élaborer des règles en fonction de ces constats que nous venons de faire. C'est de l'analyse graphique très simple, très basique que tout le monde peut faire. Donc, si vous êtes débutant, vous pouvez élaborer une règle en fonction de tout ce que je viens de dire. D'abord, je vous ai dit que participer à l'OPV n'est pas la plus mauvaise des choses que vous pouvez faire sur le marché boursier. Et vous devez comprendre que après l'OPV, vous avez la possibilité de vous inscrire dans 2 types d'options différentes. Soit dans une optique trading, soit dans une optique investissement long terme. Si vous êtes dans une optique trading, dès l'introduction en bourse, dans les premières journées ou dans les premières semaines, attendez-vous à une hausse du cours de l'action. Donc, soyez vraiment au contact du marché pour pouvoir profiter de cette hausse fulgurante-là et pouvoir sortir avec vos bénéfices rapidement. Première stratégie que vous pourrez implémenter. Deuxième manière de procéder, si vous êtes dans une optique long terme. Si vous êtes dans une optique long terme, vous avez participé à l'OPV. Vous avez acheté un certain nombre d'actions et il y a la hausse qui intervient. Vous ne réagissez pas. Ensuite, attendez-vous à ce crash-là
qui a l'habitude de se produire. Et quand ce crash se produit là, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez renforcer votre position. C'est-à-dire, vous devez acheter encore de nouvelles actions. OK? Ça va vous permettre de diminuer votre coût de revient. C'est ce que j'ai fait par exemple sur Orange Côte d'Ivoire. On a acheté des actions au marché primaire à 9500 et dans le mois de mars-avril, le prix de l'action est descendu autour de entre 8000 à 8500 et j'ai profité pour renforcer énormément ma position. Je l'ai fait sur la base de ce que j'ai dû constater dans le passé. OK? Et le marché m'a donné raison. Le titre a fini par remonter comme je pourrais dire toujours. Ça va? Donc, deuxième stratégie que vous pourrez appliquer. Attention, il n'y a pas de règle sans exception. Ici, l'exception, c'est Sucrivoire, c'est Aura Group, Togo aussi. Donc, il faut être vigilant. Ce n'est pas parce qu'il y a une règle que vous devez fermer les yeux. Si vous rentrez dans une position et que vous voyez que ça devient problématique, vous devez appliquer les règles de gestion ou des règles d'anticipation pour ne pas aussi vous retrouver dans une situation compliquée, beaucoup trop compliquée à gérer. Donc, voici déjà deux pratiques que vous pourrez utiliser pour pouvoir avoir un très bon rendement, un très bon positionnement sur le marché boursier. Après cela, on peut aussi déterminer des opportunités en utilisant ce qu'on appelle les tendances ou les cycles. Okay. Vous devez comprendre que tous les marchés et tous les titres évoluent en tendance et en cycle généralement pour ce qui concerne les titres. Et donc, en tant qu'acteur du marché, vous devez à tout moment connaître les tendances en cours et vous inscrire ou bien vous positionner toujours dans le sens de la tendance. Nous, analystes techniques, nous ne partons jamais contre la tendance parce que nous considérons que notre allié le plus puissant, le plus pertinent, c'est la tendance du mouvement du prix de l'action. Et donc, on va rechercher, trouver les tendances des différentes sociétés cotées et on va s'inscrire ou on va rentrer dans les tendances haussières qui sont en cours et rien d'autre. Donc, voici aussi une autre manière de pouvoir se positionner sur les marchés boursiers et pouvoir bénéficier des retombées des tendances qui jouent en notre faveur. Pour vous permettre de comprendre, je vais aller rapidement. Je reviens sur ma présentation. Je vais aller rapidement. J'espère que vous m'entendez, vous me voyez. Est-ce que c'est toujours... Je partage rapidement je repartage mon écran rapidement. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez toujours mon écran sur vous? Oui, oui, on voit. Ok, super. Super. Ok. Ce que j'essaie de... ok. Donc, je vais partir sur le site de Sika Finance, qui est un site d'information boursière et financière, et aussi un site de trading. Quand je suis sur ce site-là, par exemple, je vais afficher le graphique de la Sonatel. OK.
Ce que je veux que vous compreniez ici, c'est que lorsque vous voulez vous positionner sur un titre, vous devez avoir un bon timing. Vous pouvez vous positionner sur un titre qui a de très bons fondamentaux, mais si votre timing il est mauvais, vous serez perdant. Ou bien vous allez véritablement durer sur le titre pour pouvoir faire de l'argent. Regardez par exemple ce titre. Pour quelqu'un qui a acheté l'action Sonatel dans les années, je vais faire monter un peu pour que vous voyez les années. Ok, là on est dans les années 2015-2016. Ok, si vous achetez cette action là en 2015-2016, ok, autour de 28 000, ok, après 9 à 10 ans après, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez sensiblement pas rien gagné de substantiel. Parce que vous voyez que là, en 2025, on est quasiment au même niveau de prix que le niveau de prix de 2015-2016. Est-ce que vous comprenez? Alors que pour quelqu'un qui s'est positionné sur le même titre, sur la même société, dans les années 2020-2021, il a plus que doublé son capital actuellement. Voilà pourquoi il est crucial, il est important de pouvoir déterminer le sens du mouvement du prix avant de se positionner. Cela s'appelle avoir un bon timing. Donc, il ne faut pas se positionner n'importe comment en se contentant d'observer seulement que les données fondamentales, pas qu'elles sont inutiles, mais la société peut avoir de bonnes informations financières, elle peut être fondamentalement très bonne, mais le cours de l'action peut baisser de manière drastique. Et ce qui peut vous faire gagner de l'argent en bourse, qu'on le dise ou pas, sachez que ce sont les plus-values. Vous aurez probablement des dividendes, mais ce ne sont pas les dividendes qui vont vous enrichir avec les actions. Si on devrait se contenter des dividendes, je préférerais acheter des titres de créance, c'est-à-dire des obligations qui vont m'offrir sensiblement le même rendement. Donc, ce qui va vous faire gagner de l'argent véritablement en bourse, ce sont les plus-values. Donc, si vous ne tenez pas compte du timing, vous allez manquer ces plus-values-là et votre portefeuille sera un portefeuille banal comme le portefeuille de Monsieur Tout-le-Monde. Pour avoir un portefeuille excellent, il faut toujours tenir compte du sens de la tendance et du timing, le moment idéal pour se positionner. Donc, voici ce que je voulais vous exprimer dans le fait de pouvoir déterminer des opportunités qui vont apparaître dans un cycle haussier. Ce que je vous ai présenté tout à l'heure, quelqu'un qui achète l'action Sonatel autour de 2020-2021, il s'inscrit dans un mouvement haussier. Et c'est ce mouvement haussier-là qui va lui permettre de gagner de l'argent. A contrario, quelqu'un qui s'est positionné en 2015-2016, il s'est inscrit dans un mouvement baissier qui lui a fait perdre énormément de temps et peut-être même de l'argent. Parce que s'il n'est pas patient d'attendre tout ce temps, il aurait vendu depuis à perte. Donc, voici un peu des opportunités basiques que vous pourrez rechercher, retrouver et vous positionner pour pouvoir faire de l'argent sur le marché de la BRVM. Après cela, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut utiliser des techniques un peu avancées pour des investisseurs expérimentés et pouvoir faire de l'argent avec ces techniques un peu avancées. Comme pour les débutants, pour les investisseurs expérimentés, il existe aussi une infinité de stratégies qu'on peut utiliser. Mais la stratégie que nous utilisons couramment au niveau de CFA Bourse et que moi j'utilise beaucoup, c'est l'application
de la théorie de Doe. C'est quoi la théorie de Doe? La théorie de Doe, c'est la théorie qui nous informe ou qui nous dit que à tout moment, toutes les informations disponibles sur un titre donné sont déjà contenues dans le cours de l'action. Et donc, il n'est pas nécessaire de se mettre à la recherche de toutes les informations, que ce soit économique, que ce soit financière, que ce soit technique ou graphique, sur un titre bien donné. Ce que vous devez faire, vous devez juste vous contenter d'observer l'évolution du cours de l'action. Et dans cette observation-là, vous pouvez détecter des choses. Vous pouvez détecter des choses très importantes qui peuvent vous faire gagner énormément. Et en cela, Charles Doe va nous montrer que il y a dans chaque tendance majeure, dans chaque tendance de fond, il y a 3 phases qui vont se présenter dans cette tendance-là. Ces 3 phases, ce sont les phases d'accumulation, de participation et de distribution. Qu'est-ce que nous appelons phase d'accumulation? Qu'est-ce que nous appelons phase de participation? Qu'est-ce que nous appelons phase de distribution? Charles Doe nous dit que dans une tendance majeure, on peut observer le cours de l'action dans un relative range, c'est-à-dire que le titre évolue de manière latérale. Si vous constatez cela sur un titre, cela signifie probablement que soit nous sommes dans une phase d'accumulation, soit dans une phase de distribution. Ce sont des techniques que des initiés, des fonds, ce que nous appelons les gros du marché, ça peut être des SG, ça peut être des fonds d'investissement, utilisent couramment au niveau de la BRVM. Je vous assure que depuis les années 2013 que j'ai commencé à investir sur le marché de la BRVM, je ne fais que voir ces mouvements d'accumulation, de participation et de distribution. C'est quoi un mouvement d'accumulation? C'est un mouvement qui intervient généralement après une très forte baisse du cours de l'action. Donc une action a fortement baissé. Après cette forte baisse-là, on va observer une évolution latérale du cours de l'action. C'est-à-dire que après la baisse, il y aura une tendance en range qui va commencer à se former. Au même moment que vous voyez que la tendance en range commence à se former, les volumes de transactions commencent à monter petit à petit. Nous sommes très probablement dans une phase d'accumulation d'un titre. C'est-à-dire qu'il y a un gros du marché ou il y a un groupe de gros du marché qui sont en train d'acheter ce titre-là progressivement, de sorte à constituer un bon stock. Soit parce qu'ils ont des informations privilégiées que nous, petits porteurs, nous n'avons pas, soit parce qu'ils veulent tout simplement manipuler ce titre-là. Donc, dans les 2 cas de figure, on peut faire de l'accumulation de ce titre-là. Et ce mouvement d'accumulation-là, il ne peut pas passer inaperçu. Parce qu'à un moment donné, des professionnels du marché comme nous allons constater cela forcément. Parce que je vous ai dit en début de présentation que Charles Doe nous a appris que il y a des configurations graphiques sur le marché boursier qui ne font que se répéter. Donc, moi, quand je vois une forte baisse, ensuite un mouvement en range suivi de volume en hausse, je commence à m'intéresser à ce titre-là. Et des professionnels, des particuliers vont reconnaître ce mouvement d'accumulation. Ils vont venir participer à ce mouvement-là. C'est-à-dire qu'ils vont venir eux aussi chercher à accumuler un certain nombre de titres de cette action-là. Et cela va créer généralement des volumes encore plus élevés. Parce que rappelez-vous que pendant l'accumulation initiée depuis le début, là, les volumes étaient en train de monter. Quand il y a un nouveau groupe qui se met dans la danse, les volumes vont véritablement monter
en flèche, et cela va attirer tous les projecteurs sur le titre. C'est-à-dire que tout le marché va constater que ce titre-là, il est en train de générer du volume, et aussi il va se produire un début de hausse. Et le gros des investisseurs qui sont très souvent les investisseurs pas très éclairés, des débutants et d'autres personnes vont pouvoir venir participer au mouvement. C'est ça qui va créer une hausse de manière fulgurante, et cette hausse-là, elle est généralement très brutale et très rapide. Et quand cette hausse-là se produit, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura les autres qui n'ont pas participé à l'opération d'accumulation et de participation qui vont venir maintenant participer entre griffes au mouvement, et ça va permettre aux initiateurs du mouvement et aussi aux professionnels qui ont participé à ce mouvement-là de pouvoir sortir de leur position sur les sommets là-bas et retirer leurs profits. Et généralement, cela va se faire encore dans un range relatif, et à terme, ça va conduire à un crash de ce titre-là. Et ce mouvement ne fait que se répéter sur le marché de la BRVM. Je vais encore vous partager rapidement mon écran. Je compte finir ici. Je pense n'avoir pas été très long. Donc, observez, je vais prendre quel titre? Je vais prendre par exemple CETAO. Ok, CETAO. Ok, CETAO Côte d'Ivoire. Donc, voici le graphe de CETAO Côte d'Ivoire. Ce que je veux que vous observez ici, c'est ceci. Je pense que vous voyez toujours mon écran. Est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez toujours mon écran? Affirmatif. J'espère bien que certains ne dorment pas devant leur écran aussi, hein? Ok. Je finis tout à l'heure, donc soyez prêts pour d'éventuelles questions. Bon, bref. Regardez ici l'évolution du cours de l'action CETAO. Donc, autour de mars 2024, nous sommes à un niveau de prix d'environ 800. Ok, 800 francs CFA. Et de mars 2024 jusqu'à ce niveau, on peut observer clairement qu'il y a une très forte baisse du cours de l'action. Une très forte baisse. On peut mesurer cette baisse-là. Mesure verticale. Ok, on va essayer de mesurer cette baisse-là. Donc, depuis les sommets en 2024, on a baissé d'environ 50%. Le titre a baissé d'environ 50%. Donc, d'environ 800, on est passé autour de janvier 2026. Excusez-moi. Autour de cette période, je pense qu'on est en quel mois? On est... Ok, j'utilise ça pour mieux me retrouver. Oui, c'est bien ça, autour de janvier, autour de janvier, du 7 janvier 2025, à un niveau de prix qui a atteint les niveaux de 400, c'est-à-dire la moitié pratiquement du niveau de prix qu'on avait ici. Ok? Donc, c'est ce que je vous ai défini tout à l'heure comme étant une forte baisse. Donc, on constate bien que de là à là, on observe une très forte baisse. 50% de baisse du cours de l'action CETAO sur la période de avril 2024 à décembre 2024. Très forte baisse de 50%. Qu'est-ce qu'on constate par la suite? Vous observez que dans cet intervalle-là, de décembre 2024 à
janvier, pratiquement fin janvier 2025, vous observez que le titre évolue en range. Est-ce que vous observez cela avec moi? Et en même temps que le titre évolue en range, dans cette période-là, on constate aussi une hausse des volumes. Ça va? Donc, ici, l'accumulation de ce titre commence pratiquement en décembre 2024 et va se poursuivre jusqu'à vers fin janvier 2025. Vers la fin du mois de janvier 2025, on observe encore de très forts volumes. Ça, c'est le niveau de prix auquel les professionnels vont venir participer au mouvement. Qu'est-ce qui s'ensuit après? Une hausse brutale du cours de l'action, de sorte à atteindre le niveau des 600. Vous pouvez mesurer les plus-values latentes entre ce niveau-là et aussi ce niveau. Ok? Vous aurez, je crois bien, environ 40% de hausse. On peut le mesurer ensemble. Hein. Désolé, ici, je n'ai pas l'habitude d'utiliser cette plateforme de trading là. Donc, il y a des outils que j'ai du mal à retrouver. J'utilise une autre plateforme qu'on appelle investing.com. Mais vous pouvez bien utiliser cette plateforme-là. Ça ne pose aucun problème. Voilà. Je précise que c'est une plateforme créée par un Ivoirien. Et donc, comme on le dit, on fait local. Donc, on va faire une mesure verticale des probables plus-values. On est, depuis le niveau des 400, on est autour de 47-45% de hausse. Donc, voici un peu une description du mouvement d'accumulation, de participation et de distribution dont je vous ai parlé tout à l'heure dans ma présentation. Et donc, je pourrais continuer à vous développer d'autres stratégies, mais je pense que le temps étant vraiment avancé, il est 11h28, on a prévu finir à midi, je crois qu'il y aura certainement un autre intervenant. On va s'arrêter ici. On va s'arrêter ici et vous dire que l'analyse technique, c'est quelque chose de pas très compliqué. Il suffit de connaître les bases, de les accepter et de pouvoir bien appliquer cela dans plutôt nos prises de décision. Et dans toute prise de décision, n'oubliez pas que vous devez intégrer le timing, le bon timing, mais aussi la gestion du risque. La gestion du risque, c'est quoi? La gestion du risque, c'est qu'est-ce que je fais si je me suis trompé? Parce que vous soyez utilisant de l'analyse technique ou utilisant de l'analyse fondamentale, que vous soyez investisseur débutant ou investisseur expérimenté, sachez que à tout moment, vous pouvez vous tromper. Ou si vous voulez, à tout moment, le marché peut vous donner tort. Et quand le marché vous a donné tort, qu'est-ce que vous devez faire? C'est ça qu'on appelle la gestion du risque. OK? Et généralement, il y a plusieurs manières de gérer le risque. Mais la manière la plus simple que je vais vous donner pour pouvoir finir, c'est que quand vous constatez que vous vous êtes trompé véritablement, il ne sert à rien, j'allais dire, de rentrer en mode espoir. Ce que vous devez faire, c'est de repartir à zéro. C'est de vendre votre position et de vous repositionner. Parce qu'il n'y a rien de plus intéressant qu'un nouveau départ. C'est sur ces mots que je vais vous passer la parole à l'animateur de ce webinaire. J'espère avoir donné l'essentiel en si peu de temps qui peut vous permettre de pouvoir profiter de certains mouvements sur le marché boursier et éventuellement anticiper certaines choses. Donc, est-ce que l'animateur du webinaire peut prendre la parole? Ok, merci beaucoup,
cher formateur Israël Kwame, pour cette brillante présentation. Je voudrais encore te dire merci pour ces éléments. Comme on le sait, nous sommes là avec des potentiels clients, des personnes qui ont des comptes titres, des personnes qui utilisent le marché, comme des personnes aussi qui n'investissent pas. Donc, il y a une série de questions qui a été transmise. Donc, je vais me faire fort de pouvoir les lire. Ok. Mais bien avant, il faudrait que je puisse faire un petit résumé des informations que tu nous as données. En Ok. premier lieu, tu nous as donné une définition brève de l'analyse technique comme étant un outil qui permet aussi de saisir des opportunités sur le marché, prédire les mouvements et prendre les meilleures décisions. Ensuite, tu nous as transmis comme élément qu'il fallait se rappeler les trois règles. Les cours suivent les tendances, donc c'est-à-dire que les titres ont tendance souvent à aller soit à la hausse ou à la baisse. Donc, l'une des préférences de l'analyse technique, c'est de souvent suivre aussi les cours qui suivent les tendances. Ça, c'est la première règle. La deuxième règle, c'est l'histoire se répète dans l'évolution des prix. Donc là, tu nous as présenté des titres qui ont, au cours des années, qui ont connu des hausses et des baisses à chaque moment. Donc, l'histoire qui répétait l'évolution des prix. Et enfin, tout ce qui peut influencer la valeur du titre est à tout moment reflété dans son prix sur le marché. Donc là, tu nous rappelais que le prix qu'on voit sur le marché, par exemple, si on voit, je ne sais pas, la cible à 3850, il faudrait dire que déjà dans ce coût-là, il y a déjà toutes les informations nécessaires. Donc, pour résumer les bases de l'analyse technique, les trois règles, les coûts suivent les tendances, l'histoire se répète dans l'évolution des prix. Et puis tout ce qui peut influencer la valeur est déjà dans le coût, dans le titre. Ensuite, nous avons vu les meilleures opportunités sur la BFVM. Donc, tu nous as présenté les OPV. Voilà, sur les 10 dernières OPV, on a vu deux seulement qui n'ont pas bien performé, mais l'ensemble des autres titres ont connu des performances excellentes. Aussi, en termes d'opportunités, tu nous as présenté aussi un ou deux titres, celui de Sonatel, pour voir l'évolution de ce titre-là sur une dizaine d'années et voir comment on pouvait se positionner. Et avant de conclure, tu nous as parlé de cette stratégie que tu utilises, qui est la théorie de Do, qui est autour de trois principes, l'accumulation, la distribution, la participation. Et aussi là, tu nous as présenté quelques phases. La phase de l'accumulation, c'est la période où les initiés, c'est-à-dire les grands groupes ou bien bon, les gros investisseurs achètent avec de gros volumes. Donc, ça impacte le cours du marché, ça impacte le cours des titres et on sent une hausse. Ensuite, la phase de distribution, qui est la période où les gens récupèrent les bénéfices. Donc, on a tendance à avoir la baisse du titre en masse. Et enfin, une troisième phase qui est la phase de participation. Elle est un peu plus dynamique. Généralement, on assiste à une hausse du titre de manière phénoménale ou à une baisse aussi de manière phénoménale. Donc ça, tu as appelé la phase de participation. Donc voici ainsi résumé les quelques interventions que tu as pu donner en quelques minutes. Donc nous allons continuer la phase des questions, mais bien avant, j'avais vu notre directrice, je ne sais pas si elle est toujours connectée. Bon, je pense qu'elle s'est déconnectée. D'accord, il n'y a pas de problème. Donc, nous allons continuer directement avec les questions. Tu seras le seul intervenant le temps que la directrice puisse se connecter pour poser les questions. Donc, la première question qui est posée par M. Alfred Boitené, je te prie de noter la question, c'est comment identifier le moment idéal dans le cycle d'une entreprise? Ça, c'est la première question.
OK. L'autre question, c'est pour un autre investisseur, Monsieur Ismaël Traoré, qui demande, est-ce que de manière simple, il peut avoir les étapes? C'est-à-dire que lui, en tant qu'investisseur qui a un compte titre aujourd'hui, qui a déjà des actions, s'il doit faire un prochain achat par rapport à un titre, quelles seront les étapes qu'il doit suivre en utilisant l'analyse technique pour faire son achat? Donc, on va prendre une troisième question. OK. Il y a la question de M. Babaka Diallo qui demande, sur la BRVM, est-ce que les prix des actifs reflètent-ils vraiment toutes les informations disponibles? On va aller à une quatrième question avant de te... Une cinquième question. On aura cinq questions. Tu pourras répondre de manière simple. OK. Donc, la quatrième question, c'est celle d'un auditeur qui dit que tu as parlé de la plateforme Investing. Est-ce qu'il serait possible d'avoir, que tu puisses déjà l'utiliser, qu'il puisse voir un peu comment ça fonctionne? Et la cinquième question est celle de M. Franck Basile Adjambri. Il a posé une série de questions, mais on va déjà poser sa première question avant les autres. Il dit là, comment éviter les faux signaux dans l'analyse technique sur la BRVM? On va te laisser répondre à ces cinq questions et ensuite prendre les autres questions. Ok, merci bien, cher Sostenlas. Ok, je finis de noter. Ok, donc pour la première question, comment identifier le mouvement idéal? Il faut dire que on ne peut pas a priori connaître les mouvements qui sont dits les mouvements idéaux. C'est plutôt idéal ou idéaux. Bon. Euh, donc, on ne peut pas a priori connaître le mouvement idéal, mais ce que vous pouvez faire, sachez que il y a une récurrence de certains mouvements. Il y a une récurrence de certains mouvements, inévitablement. Et cette récurrence-là peut vous permettre d'élaborer des règles et d'anticiper des mouvements qui vont se produire dans le futur. OK? Mais sachez que dans cette anticipation, n'oubliez pas qu'il y a toujours une dose d'incertitude que vous devez prendre en compte. Il n'y a pas de certitude sur le marché boursier. OK? Il n'y a aucune certitude. C'est en ce sens-là que on parle de probabilité de réalisation de certains mouvements. Donc, il faut toujours jouer avec les probabilités. Devant un mouvement qui doit se produire ou un mouvement que vous voulez anticiper, il faut voir les probabilités de réalisation de ce mouvement-là et aussi les probabilités de non-réalisation de ce mouvement. Et aussi les risques que vous encourez en cherchant à anticiper ce genre de mouvement. Si vous sentez que le risque il est beaucoup trop élevé, même si les probabilités de gain sont aussi élevées, vous devez vous abstenir. Donc vous devez vous lancer seulement que dans des mouvements où les risques sont moindres. C'est déjà cela que je peux vous donner comme conseil dans la recherche de mouvements idéal à rechercher et à retrouver sur le marché boursier. La deuxième question, les étapes pour faire un prochain achat. Il a un portefeuille, il veut savoir comment est-ce qu'il doit
se comporter face à ce portefeuille-là. Il y a plusieurs manières, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire avec ce portefeuille-là. Mais je vous dis quelque chose de très simple. Ça va trancher avec ce que vous avez certainement généralement l'habitude d'entendre. Habituellement, on vous dit de renforcer votre position quand le prix de l'action a beaucoup baissé. Ça vous permet de diminuer votre coût de revient. Non, il ne faut pas faire ça. Ok? Il faut le faire dans un contexte bien précis. Lorsque la baisse n'est pas justifiée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une baisse suite à une manipulation du cours de l'action et ça peut créer une opportunité beaucoup plus grande. Mais si un titre baisse et cette baisse-là, elle est justifiée, il faut éviter de renforcer cela. Ok? Pour être clair, j'ai acheté du sucrivoire à l'introduction en bourse. Le titre s'est crashé. Ok? Je l'ai dans mon portefeuille. Qu'est-ce que je fais? Je l'enlève systématiquement. Et j'utilise cet argent pour le mettre sur un titre qui donne de la satisfaction. Ce que je vais vous faire comprendre, c'est que les titres qui évoluent bien à la hausse, vous devez renforcer. Ceux qui n'évoluent pas à la hausse, soit vous diminuez votre exposition, soit vous sortez totalement. C'est généralement le contraire qu'on vous produit comme conseil, mais je vous déconseille de faire cela. Au niveau de la BFM surtout, renforcez les positions qui vous donnent satisfaction. Où il y a véritablement de la plus-value, vous devez continuer à acheter. Où il y a les lignes en rouge, soit vous les supprimez totalement, soit vous diminuez fortement votre exposition. Bien vrai, il y a d'autres conseils que je pourrais vous donner, mais je pense que déjà ça peut vous permettre d'avoir un portefeuille vraiment de bonne qualité. Petit 3, troisième question, les prix des actifs reflètent-ils les informations disponibles sur le marché de la BFM? Bien sûr. Ok? Les prix reflètent les prix reflètent les informations disponibles. Mais sachez que nous, en tant qu'analystes techniques, les prix sont les résultantes de toute l'information disponible. Mais il faut savoir que à des moments donnés, il peut y avoir des mouvements vraiment incontrôlés qui peuvent entraîner les prix dans une tendance qui n'est pas forcément justifiée. Ok? Quand vous prenez le marché dans son ensemble, entre 2015, 2016 et 2020, 2021, la quasi-totalité des titres étaient en chute libre. On peut chercher les raisons, mais pour moi, ces raisons n'étaient pas véritablement valables. Parce que si on part sur la base du fait que si les fondamentaux sont bons, logiquement, on doit évoluer à la hausse, alors il y a une contradiction. Parce que pendant cette période-là, tous les titres étaient en train de baisser pendant que les fondamentaux étaient bons. Ça va? Donc, il y a des raisons. Peut-être en d'autres lieux, on pourra expliquer les raisons qui ont fait cela. Mais c'est des mouvements qu'on peut classer dans l'exception. OK? Pourquoi? Parce que en général, quand les titres se portent bien, la tendance, elle est haussière. Et quand les titres ne se portent pas bien, la tendance doit être baissière. Mais dans ces mouvements décrits comme ça, il peut avoir ce qu'on appelle des crashs boursiers, c'est-à-dire des mouvements violents qui vont emporter tous les titres dans leur trajectoire sans qu'il y ait de raison. Donc, pour résumer, les informations disponibles sont les prix reflètent véritablement les informations disponibles sur le marché de la BFM. Mais à des moments donnés, il peut y avoir une discordance entre les informations et le comportement du prix. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire sur cette question. Bon, comment utiliser Investing
Je pense que je vais partager mon écran rapidement. Investing, vous ouvrez votre navigateur, vous tapez investing.com, c'est tout. OK? Voici le site. Quand vous êtes sur le site, il s'affiche généralement en anglais si vous n'avez pas un traducteur automatique. Et s'il est en anglais, vous changez la langue simplement ici, français. Changez en français. Et le titre que vous voulez observer, le graphe, vous tapez le nom du titre ici. Si je veux voir le graphe de la BRVM, j'écris BRVM dans la partie recherche. Et voici tout ce qui concerne la BFM qui s'aligne ici. Donc, on a BFM Composite. Je peux cliquer sur BFM Composite. Quand je clique sur BFM Composite, je vais avoir le graphe de l'indice BFM Composite. OK? Qui va s'afficher là. J'espère que vous voyez mon écran chez vous. Et je clique sur graphique ici. Je viens de cliquer sur graphique et j'obtiens le graphique dynamique qui est là. Si je veux, je peux agrandir ici. Voilà, c'est tout. Donc, voici le site qui est là. Après, c'est une question de manipulation. Voilà. Par exemple, si je veux faire afficher un autre graphique, je maintiens le curseur sur l'écran comme ça et je tape le symbole de l'action tout simplement. Je peux mettre par exemple Uniwax. Le symbole c'est UNXC. OK? Donc j'ai Uniwax qui est là. Je clique sur Uniwax et le graphique d'Uniwax apparaît tout simplement après les intervalles de temps, tout ça. Voilà. C'est une question de manipulation. Vous pouvez apprendre à le faire calmement chez vous à la maison. Question numéro 5. Comment éviter les faux signaux? Comment éviter les faux signaux? Je pense que pour éviter les faux signaux, vous ne devez pas vous contenter de un seul signal d'achat pour pouvoir vous lancer à l'achat. OK? Dès que vous avez un signal d'achat, cherchez un signal de confirmation. Donc, un analyse technique pour pouvoir lutter contre les faux signaux, pour pouvoir limiter les faux signaux au maximum, on essaie d'avoir une concordance de plusieurs signaux pour pouvoir nous donner le signal véritable. Ça veut dire que si des indicateurs techniques me donnent ou si une observation graphique me donne un signal d'achat ou un signal de vente, je ne dois pas me contenter de ce seul signal pour pouvoir me lancer à l'achat ou me lancer dans la vente de ce titre-là. Je dois rechercher un ou deux signaux de confirmation et ça me permettra de pouvoir éliminer beaucoup de faux signaux dans ma stratégie globale. Donc voici un peu ce que je peux dire sur cette dernière question. D'accord, merci beaucoup pour ces réponses. Nous avons encore une autre série de questions. Ok, la question vient de M. Franck Basile Adjambri. Il dit quelle est l'importance du timing dans l'achat ou la vente des actions sur le marché de la BFM? Ça, c'est la première question. La deuxième, comment gérer ses émotions face aux fluctuations du marché? Okay. Ensuite, okay. Comment gérer ses émotions face aux fluctuations du marché? Ensuite, l'autre question, c'est quelle est l'importance de la discipline et de la patience en analyse technique?
C'est tout comme question? Non, non, il y a une autre question. Peut-on appliquer l'analyse technique efficacement sur le marché de la BVM où la liquidité et l'évolution des titres sont plus faibles que les marchés occidentaux? Donc, peut-on appliquer de manière efficace l'analyse technique sur la BVM comparé aux marchés occidentaux où les volumes sont plus élevés? Maintenant, il y a une autre question. Oui. Il y a une autre question de M. Ta Benjamin. Il demande en application de la théorie d'eau au titre SMB, à quelle phase nous sommes actuellement? Et puis une petite dernière question avant de continuer. Pour les investisseurs sur le long terme, que faire quand les actions achetées grimpent fortement? Puis bon, on va laisser les autres questions pour. Voilà. Donc nous demandons aux auditeurs de pouvoir continuer de mettre leurs questions dans le chat et aussi de pouvoir renseigner le sondage qui a été transmis. Merci beaucoup, cher formateur. Ok. Merci bien pour cette série de questions. La première question, quelle est l'importance du timing dans notre stratégie globale? Il faut comprendre que en bourse, quand on n'investit pas pour avoir raison, on investit pour gagner. Et pour gagner, il faut nécessairement que vous ayez un bon timing. Si vous avez un mauvais timing, quelle que soit votre stratégie, vous allez perdre. Ou même si vous ne perdez pas, vous serez obligé d'attendre beaucoup trop longtemps. Et tout le monde n'a pas cette patience-là. Donc, pour te faciliter la tâche, il faut avoir un bon timing. Pourquoi est-ce que je dis qu'on investit pour gagner, pas pour avoir raison? Je vais vous prendre un petit exemple pour vous permettre de comprendre. Imaginons que vous achetez une action à 1000 francs. Cette action monte à 1100 francs et puis vous vendez. Vous faites une plus-value de 10%. Quand on va enlever les frais, vous serez autour de 7,5% de plus-value. Ensuite, cette action-là, elle descend autour de 500 francs CFA. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez eu raison de vendre à 1100 francs parce que si vous n'aviez pas vendu en ce temps-là, vous auriez perdu sur votre investissement parce que le titre s'est crashé par la suite. Vous aviez eu raison. Je prends un autre investissement. Vous achetez le titre toujours à 1000 francs. Le titre monte à 500 francs. OK? Et puis vous vendez. Vous faites une plus-value de 50% environ, puisque quand on va enlever les frais, vous serez à 47% environ de plus-value que vous aurez fait sur cela. Après avoir vendu, le titre monte à 2000, 3000, 4000, 5000. Ici, qu'est-ce qui s'est passé? Vous n'avez pas eu raison de vendre. Parce que après avoir vendu, le marché vous a donné tort. Parce que vous vous attendez à un crash, le crash n'a pas eu lieu, le titre est monté par la suite. Donc vous avez eu tort de vendre. Vous aurez dû rester sur cette position-là pour pouvoir monter jusqu'à 5000. Mais si on met devant moi la première illustration, c'est-à-dire le premier investissement qui a consisté à acheter à 1000 francs et à vendre à 1100 francs en ayant raison, et l'investissement qui a consisté à acheter à 1000 francs et vendre à 1500 francs en ayant tort d'avoir vendu un peu trop tôt, je choisis où j'ai eu tort.
C'est-à-dire que je choisis le deuxième investissement. Parce que dans cette logique-là, j'ai eu tort, c'est vrai, de vendre tôt. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai gagné beaucoup plus que dans l'autre cas de figure. Donc, je veux juste vous faire comprendre que avoir raison, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est de gagner. Et pour gagner, vous devez acheter au bon moment et vendre au bon moment. C'est ça l'importance du timing. Si vous avez un bon timing, que vous ayez raison ou tort, vous serez gagnant. Alors que si vous avez un mauvais timing, vous pouvez avoir raison ou même tort, mais le résultat, c'est que vous ne serez pas véritablement gagnant. Donc, c'est vraiment important d'avoir un bon timing. Question numéro 2. Comment gérer ses émotions sur le marché boursier? Pour pouvoir bien gérer ses émotions, il y a deux choses. Il n'y a pas de magie. Premièrement, vous devez avoir une bonne stratégie. Une stratégie vraiment éprouvée, en qui vous avez confiance. Et vous l'appliquez sans émotion, sans état d'âme. Ça, c'est la première chose. Parce que si votre stratégie, elle est mauvaise, vous ne pourrez pas gérer vos émotions. Parce que ça va vous faire aller dans tous les sens. Deuxième chose, pour pouvoir bien gérer ces émotions, vous devez avoir de l'expérience. Ça, personne ne peut vous le donner. Donc, vous devez être capable de durer sur le marché. Ça veut dire que vous n'allez pas perdre votre investissement dès les premières semaines ou dès les premiers mois de votre entrée sur le marché boursier. Donc, avec ces deux qualités-là, vous pourrez bien gérer vos émotions. Troisième question, quelle est l'importance de la discipline et de la patience? Ok? L'importance de la discipline, c'est tout. C'est une des qualités premières que vous devez avoir. Être discipliné, c'est faire ce qu'on s'est dit de faire, ce qu'on a décidé de faire. Si vous faites ce que vous avez décidé de faire, vous êtes discipliné. Ok? Donc, si vous n'êtes pas discipliné, vous allez aller dans tous les sens. Je rappelle, ou pour les débutants, je vous signifie qu'il y a une infinité de stratégies qu'on peut implémenter sur un marché de bourse. Et il faut maîtriser votre stratégie, il faut avoir confiance en cette stratégie et il faut l'appliquer sans état d'âme. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui entrent en position avec une stratégie de la valeur et en cours de chemin, ils vont aller soulever une autre stratégie pour venir déposer sur cette stratégie de la valeur, tout simplement parce qu'ils ont vu à la télé ou ils ont vu quelqu'un raconter que la stratégie qu'ils ont utilisée au départ n'était pas pertinente et que voici ce qui est pertinent. Et vous voyez que là, vous n'êtes plus en train d'appliquer une stratégie. Vous êtes dans du tâtonnage. Ok? En bourse, on ne tâtonne pas. On applique une stratégie comme si on était un robot. Une stratégie, c'est quoi? C'est une suite d'actions que vous devez mener pour pouvoir aboutir à un résultat. Vous asseyez, vous dites que moi, pour acheter une action, il faut ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Vous élaborez ça. Ok? Moi, pour vendre une action, il faut que ceci, cela se produise. Et vous élaborez cela. Et vous suivez. À un moment donné, si vous voyez que cette stratégie ne vous donne pas satisfaction, vous pouvez améliorer la stratégie. Mais vous ne pouvez pas élaborer une stratégie, être en train de l'implémenter et aller soulever une autre stratégie pour venir combiner à cette stratégie. Vous ne serez pas discipliné et vous n'allez pas faire de l'argent sur le marché boursier. Vous serez en train de tâtonner et vous pourrez tâtonner pendant des années, même des dizaines d'années. Moi, je suis un formateur, j'accompagne des gens. J'ai déjà reçu des gens qui ont déjà passé plus de 15 ans, 20 ans sur le marché boursier, mais qui n'ont absolument rien gagné. Parce que non seulement
ils ne sont pas disciplinés, ils ont un mauvais timing et ils n'ont même pas de stratégie élaborée, efficace. Voilà. Quatrième question, peut-on appliquer l'analyse technique de manière efficace à la BRVM quand on sait que le marché n'est pas très liquide comparé aux marchés occidentaux? Oui, on peut bien appliquer l'analyse technique sur le marché de la BRVM. Je l'applique depuis des années. OK? Maintenant, il faut dire que même sur les marchés occidentaux, tous les titres ne sont pas liquides. OK? Simplement, vous entendez parler beaucoup des titres qui sont liquides. Il y a des titres qui ne sont pas très liquides, qui sont très peu liquides, comme au niveau de la BRVM. OK? Mais pour pouvoir bien appliquer l'analyse technique sur le marché de la BRVM, il faut plutôt préférer les sociétés qui sont dans l'indice BRVM 30, anciennement BRVM 10. Donc ça, c'est l'indice des sociétés qui sont les plus actives, donc où la liquidité est plus forte que les autres sociétés. Il faut préférer cela parce que vous pouvez faire une bonne opération, mais si vous êtes bloqué par le marché parce qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de contrepartie pour vous permettre de sortir, ça sera un peu problématique. Cinquième question, la théorie de Dow appliquée à SMB. À quelle phase nous sommes actuellement? Bon, je ne sais pas, on va aller voir ensemble. Voilà, parce que je n'ai pas les graphiques en tête. Je partage mon écran. Vous pouvez confirmer que vous voyez mon écran actuellement? Oui. Ok, super. Donc, je suis chez Investing. Je vais mettre le titre SMB. Et on va voir ce que ça donne. SMB, SMBC. Donc, voici Société multinationale de bitume, action BRVM. Donc, je clique sur SMB. J'ai le graphe de SMB. Je vais couper le graphe de volume qui est en bas. Ça, c'est un graphique en bande. Bon, moi, j'aime utiliser les graphiques en bougie ou bien en ligne. Merde. Donc, je vais plutôt choisir un graphique en droite. Ok. Donc, voici SMB qui est là. On va évoluer un peu dans les techniques un peu, bon, légèrement avancées. Je vais mettre le graphe des volumes. Ok, donc ici, qu'est-ce qu'on voit? On analyse ensemble, hein? Voilà. Le titre, depuis septembre 2024, a baissé de 55% environ. Ok? Et donc, on constate que depuis janvier 2025, janvier 2025, pourquoi je suis en retard sur le temps comme ça? On a cette phase. Ok? Ça, c'est une phase d'accumulation. Ok? Donc, je vois bien que la personne qui a posé la question, c'est quelqu'un qui a travaillé un peu le titre. Donc, ça, c'est une phase d'accumulation. Donc, vous voyez, le titre a fortement baissé et a commencé à évoluer de manière latérale, en range. Et au même moment, vous voyez que les volumes ont commencé à venir sur le titre. Ok? Pourquoi est-ce que les volumes ne viennent pas tout d'un coup? Parce que généralement, ce sont des mouvements qui sont initiés par les gros du marché. Et les gros du marché, ils investissent en centaines de millions, en milliards. Si tu veux acheter du SMB pour 1 milliard ou pour 2 milliards, tu ne vas pas lancer un ordre de 1 milliard. Tu vas essayer d'échelonner plusieurs ordres sur une période de temps relativement longue. Voilà, donc c'est un peu cela la technique. On appelle ça de la tactique. Voilà, c'est l'application de la stratégie. Bon, bref. Donc ici, on observe bien une période d'accumulation. Donc actuellement, je pense que nous sommes à la fin de cette période d'accumulation. Nous sommes en train d'assister à une période de participation. Il y a de très fortes probabilités que
il y ait une envolée haussière du cours de cette action-là. Mais généralement, cette hausse-là intervient après une information que j'appelle l'élément déclencheur. Donc, par exemple, nous sommes dans l'attente des états financiers de la société SMB. Donc, si la société SMB venait à publier des données financières jugées plus intéressantes que ce qu'on attendait, ça peut créer l'élément déclencheur. L'élément déclencheur peut venir d'ailleurs aussi, ok? Donc, il peut avoir un élément déclencheur qui va venir booster les choses et faire exploser le titre à la hausse. Donc, la question c'était de savoir à quelle phase nous sommes. Nous sommes à la phase de participation. Dernière question qui m'a été posée. Pour le long terme, que faire si les actions grimpent fortement? Pour le long terme, si les actions grimpent fortement, vous devez continuer à acheter. Merci. S'il y a d'autres questions. Merci beaucoup, cher formateur. Nous avons encore 5 questions. Nous allons demander aux auditeurs une patience de maximum 10 minutes pour permettre aux formateurs de répondre. Donc, nous avons encore des questions qui n'ont pas encore été répondues. Nous demandons aussi à toutes ces personnes qui sont connectées, si vous avez d'autres questions, veuillez, comment on appelle ça, les mettre dans le chat. Voilà. Merci beaucoup. Donc, on débute la série des questions. Il y a M. Koïta qui a demandé le mouvement d'accumulation, sur combien de temps nous devons l'observer sur combien de temps nous devons l'observer? C'est la question de M. Koïta. Il y a M. Ta Benjamin qui demande, en cas de baisse des coûts d'un titre en bourse, peut-on vraiment renforcer notre position sans connaître les perspectives de la société ou les raisons de cette baisse? Ok. Ensuite, nous avons une autre question de Madame Nadège Melech qui demande par rapport à la gestion du risque, vu que le marché des dérivés n'est pas encore développé sur la BRVM, comment vous arrivez à gérer les risques de volatilité de façon pratique? Il y a une autre question de M. Babacar Diallo qui pose la question suivante. Il dit, la théorie de Do ne suppose-t-elle pas que les coûts des actions et leur rendement suivent une distribution normale? Étant donné que notre marché, la BRVM, est émergent, cette théorie ne risque-t-elle pas de sous-estimer ou de surestimer nos stratégies? Peut-être lui, on va lui demander J'avoue que je ne comprends pas sa question. la question. D'accord. Donc, on va lui demander on va ouvrir son micro pour qu'il puisse mieux la poser. Ok, on va passer à une autre question, le temps de revenir. Voilà. Il y a une autre personne qui demande, ok, qui souhaite, voilà, qui a posé une question un peu plus pratique. Il dit, par exemple, il souhaite investir, il a 1 million, il souhaite investir, il a créé son compte titre auprès d'une SGI et il demande quelles seront les étapes qu'il doit suivre pour pouvoir faire ses premiers achats et puis intégrer les titres dans son portefeuille, selon, on appelle ça, l'expérience du formateur en utilisant l'analyse technique. D'accord, donc on va demander, c'est bon,
J'espère que la question était bien prise. Oui, oui. On va demander, je ne sais pas si M. Babaka est connecté. Si M. Babaka est connecté, est-ce qu'il peut... Oui, je suis bien là, je suis bien là. M. Babaka est connecté? Oui, je suis bien connecté. Ah, vous êtes bien connecté? D'accord. Oui. OK. Prière, posez votre question. En fait, j'avais surtout des questions par rapport à la distribution des coûts et des rendements des actions sur la BRVM. Parce que la plupart des théories supposent qu'elles ont une distribution normale. Que ce soit la théorie de Doe, j'imagine qu'on vient de voir, les théories de Markowitz, etc. Et j'aimerais savoir comment alors adapter ces théories à la BRVM, qui est un marché émergent, peut-être qui a une efficience faible ou semi-forte. Comment on pourrait ajuster ces théories de gestion de portefeuille? Voilà, D'accord. c'est ma question. La question, OK. Formateur Israël Kwame, j'espère que J'ai tu bien entends la pris. question. Oui, j'ai bien pris la question. OK. Et puis, attends, je pense qu'on a une autre question. Une autre dernière question, au moins, pour te permettre vraiment de répondre aussi globalement. L'auditeur demande que dans l'analyse technique, il n'a pas entendu parler des moyennes mobiles et puis du RSI. Est-ce à dire qu'on ne les utilise pas sur ce marché? Merci beaucoup. Ok, merci bien, très cher Sosten. Ok, donc première question, sur combien de temps observer le mouvement d'accumulation? Le temps n'est pas défini, c'est de l'observation. Ça peut durer des semaines comme des mois. Donc, en observant, vous pourrez détecter cela dans le comportement du prix de l'action. Puisque ce n'est pas vous qui avez initié le mouvement, vous ne pouvez pas savoir quel est le temps que l'initiateur du mouvement ou les initiateurs du mouvement se sont donnés pour pouvoir faire cette accumulation. Donc, c'est vraiment difficile de se lancer dans cela. Toujours est-il que on sait qu'en analyse technique, tout ce qui peut influencer le cours est déjà dans le cours. Donc, quel que soit ce que l'initiateur ou les initiateurs auront tendance à faire, vous aurez à observer cela dans les cours. Donc, c'est en fonction du comportement du prix, en fonction de cette observation que tu auras à faire, que tu pourras savoir si nous sommes à la fin du mouvement d'accumulation ou nous sommes à un début où c'est un mouvement qui continue encore. Mais il y a certains éléments qui peuvent vous permettre d'avoir une idée quand même. Parce que pendant la période d'accumulation, les volumes augmentent progressivement. OK? Les volumes augmentent progressivement. Ça va? Et à un moment donné, quand ça commence à se stabiliser, ça veut dire qu'on s'approche plus ou moins de la fin de ce mouvement d'accumulation. Et quand les professionnels viennent participer, on constate encore une petite hausse qui va venir s'ajouter à la hausse existante. Mais sachez que le mouvement d'accumulation ne conduit pas forcément à un mouvement de distribution vers la fin. Ça va? Ça veut dire qu'il peut exister des faux signaux. Le mouvement d'accumulation peut s'entamer, mais après, l'élément déclencheur peut ne pas venir. Ok? L'élément déclencheur peut ne pas venir. Si l'élément déclencheur ne vient pas, on peut assister à un faux signal et au lieu qu'on assiste à une hausse, le titre peut se cracher. Donc, je vous l'ai déjà dit, je vous ai dit que quelle que soit votre stratégie, sachez qu'il y a toujours une dose d'incertitude qui est autour de cette stratégie-là. Ok? Il
il n'y a aucune stratégie qui marche à 100% sur le marché boursier. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur. Il n'existe aucune stratégie qui marche à 100%. Quelle que soit la stratégie, il y a une certaine partie de l'implémentation de cette stratégie qui va marcher. Généralement, quand la stratégie est bonne, tu as un très bon pourcentage de réussite. C'est-à-dire que tu peux avoir 80-90% de tes prises de position qui vont bien se comporter. Mais il y aura une certaine partie qui va mal se comporter. S'il existait des stratégies qui marchaient à 100%, on n'allait jamais parler de gestion de risque. Ok? Donc la gestion de risque, c'est qu'est-ce qu'on fait si la stratégie n'a pas marché. Ça marche habituellement, mais ça peut ne pas marcher. Par exemple, je vous ai parlé de l'observation qu'on peut faire sur les introductions en bourse et pouvoir élaborer des règles et des stratégies pertinentes pour pouvoir capitaliser, que ce soit à court terme ou à long terme. Je vous l'ai présenté dans ma présentation. Actuellement, il y a une introduction en bourse qui s'est faite tout récemment. Il s'agit de la Loterie nationale du Bénin. Est-ce que nous allons assister à la règle que nous avons l'habitude de voir et que nous avons établie dans cette présentation, ou ça sera encore une exception? Je ne peux pas le savoir, mais vous devez suivre l'évolution du mouvement. Vous devez suivre l'évolution du mouvement. Okay? Vous devez faire de très bonnes observations. Vous devez vraiment être collé à cette opération pour pouvoir savoir quels sont je n'aime pas utiliser ce mot, mais je vais l'utiliser quand même, je ne trouve pas autre chose pour le remplacer. Quelles sont les chances qui sont en votre faveur et aussi qu'est-ce qui ne joue pas en votre faveur, qu'est-ce qui est en votre défaveur. Voilà, donc pour revenir à votre question, le mouvement d'accumulation, il n'est pas clairement défini dans le temps, mais en observant bien ce qui se passe, vous pouvez avoir des signaux qui vous disent que on est soit en début d'accumulation ou en milieu d'accumulation ou en fin d'accumulation. Question 2. En cas de baisse, peut-on renforcer sans connaître les perspectives, je ne sais pas ce que j'ai écrit là, les perspectives et les raisons qui causent cette baisse? Non. Ok, en cas de baisse, vous ne pouvez pas renforcer aveuglément. C'est une mauvaise manière de procéder. Et généralement, les débutants, ça c'est leur travail. Dès que le titre baisse, ils ont eu une opportunité et ils se ruent sur le titre. Voilà. Donc, avec de l'expérience, vous allez comprendre que une baisse ne déclenche pas un signal d'achat automatiquement. Voilà. Donc, il peut y avoir des baisses qui sont pas justifiées. Si la baisse n'est pas justifiée, alors c'est une opportunité. OK? Et donc, vous pouvez renforcer votre position parce que vous n'avez pas trouvé d'éléments qui justifient cette baisse-là. Donc, si vous avez votre stratégie dans une optique long terme, alors vous renforcez votre position. Mais si la baisse est justifiée par des données fondamentales, il faut éviter de renforcer sa position. OK? Vous achetez une action, elle ne fait que baisser. En plus, ou du point de vue fondamental, elle ne fait que perdre de l'argent d'année en année. Ça sert à quoi de renforcer une position? On va renforcer la position parce qu'on estime que la société est sous-évaluée. Une société peut rester sous-évaluée très longtemps. Voilà. Donc, moi, je n'achète pas une société parce qu'elle est sous-évaluée. Elle peut rester sous-évaluée, mais ça ne va pas forcément m'intéresser. Voilà. Donc, on ne renforce pas lorsque le titre baisse de manière systématique. Si on renforce, c'est que la baisse n'est pas justifiée. Si la baisse est justifiée, on quitte sur le titre, on va ailleurs. Je vous l'ai dit, il n'y a rien de mieux qu'un nouveau départ. Vous faites un mauvais investissement, ça ne sert à rien de rentrer en mode espoir. Le problème des débutants, c'est ça. Quand ça ne marche pas, ils espèrent qu'il y aura un retournement parce qu'ils ont leur théorie. Tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Moi, je ne fonctionne pas avec ce genre de théorie. Je suis un investisseur
vraiment actif et mon portefeuille est dynamique. Si tu ne me donnes pas satisfaction, je vais ailleurs. C'est tout. Ça ne sert à rien d'aller se marier avec les titres. Ne se marie pas avec les titres. Quand on achète, à un moment donné, il faut vendre. Soit l'objectif est atteint, on vend, soit le titre ne donne pas satisfaction, on vend ou on diminue fortement son exposition. Question 3. Comment gérer les risques de volatilité? Bon, ça dépend de la conception de tout un chacun. Hein. Il faut savoir que quand tu arrives sur le marché boursier, tu as ce qu'on appelle tes croyances. Donc, en fonction de tes croyances, tu vas suivre une certaine catégorie de formation. Tu vas suivre un certain type de formateur. OK? Et donc, on évolue selon nos croyances. Donc, comment gérer le risque de volatilité? Moi, dans ma croyance, la volatilité n'est pas un risque. Voilà, c'est juste quelque chose de normal. Le fait que le titre monte, baisse, ce n'est pas un risque. Donc, je n'apprends pas à gérer ça. C'est ce qui est normal. Parce que s'il n'y a plus de volatilité, il n'y a plus de marché. Au marché secondaire, il faut qu'il y ait de la volatilité pour que le marché puisse exister. Donc, le fait qu'il y ait de la volatilité, qu'elle soit extrême ou contrôlée ou pas, c'est normal pour moi. C'est comme ça que les marchés fonctionnent et c'est comme ça qu'ils ont toujours fonctionné. Et donc, pour moi, je dois juste chercher à profiter de cette volatilité que de chercher des moyens pour m'en prévenir parce que je ne trouverai pas de moyens efficaces de contrôler la volatilité. La volatilité ne dépend pas de moi. C'est normal qu'il y ait cette volatilité. C'est la volatilité qui permet aux gens de sortir de leur position. Je vous apprends que c'est parce qu'il y a marché secondaire que le marché primaire arrive à fonctionner. Parce que s'il n'y avait pas de marché primaire, on serait bloqué. Pardon, s'il n'y avait pas de marché secondaire, on serait bloqué sur le marché primaire. Quand tu achètes, tu es bloqué, tu ne peux plus vendre. Donc, on a créé le marché secondaire pour permettre aux gens qui veulent sortir de leur position de pouvoir sortir. Et donc, la confrontation des offreurs et des demandeurs va faire que les titres vont forcément bouger, soit à la hausse, soit à la baisse. Donc ça, c'est normal. Moi, je ne lutte pas contre cela et je ne cherche pas à gérer ce risque-là. Le principal risque pour moi, c'est le risque de timing. Il y a beaucoup de risques qu'on peut trouver sur le marché boursier, mais pour moi, le principal risque, c'est le risque de timing. Si vous avez un mauvais timing, vous passez à côté de la plaque. Voilà. Donc, il faut vraiment maîtriser le timing du marché. Quand vous arrivez sur le marché, ne vous précipitez pas. Vous devez comprendre le marché dans son ensemble. OK? Voilà. Donc, quand vous comprenez le marché, vous allez comprendre les différentes phases du marché et ça peut vous permettre d'avoir le bon timing. Voilà, donc c'est le principal risque chez moi. Question 4, je vais investir 1 million. Quelles sont les étapes à suivre en utilisant l'analyse technique? Que vous utilisez l'analyse technique pour investir ou l'analyse fondamentale pour investir, vous devez avoir une méthodologie de travail. La méthodologie de travail, c'est ce qu'on appelle la stratégie. La stratégie, c'est le programme qui te permet de savoir ce que tu cherches. Voilà. Quand on arrive sur le marché, on doit avoir une idée de ce qu'on cherche. OK? Par exemple, quand j'arrive sur le marché de la BFM, je peux dire par exemple, je recherche des sociétés qui ont vu leur chiffre d'affaires croître ces 5 dernières années. En même temps, elles ont réalisé des bénéfices sur les 5 dernières années. Au même moment, elles ont distribué des dividendes sur les 5 dernières années. OK? Et au même moment,
leur action, le cours de leur action s'est apprécié sur la période, c'est-à-dire sur les 5 dernières années. Donc, ça fait 4 éléments cumulatifs. Je peux ajouter autant d'éléments que je veux. OK? Autant d'éléments que je veux. Mais avec déjà ces 4 éléments cumulatifs, j'ai déjà une stratégie. Elle peut ne pas être bonne. Mais le fait que j'ai une stratégie, je rentre automatiquement dans la catégorie des potentiels gagnants sur le marché boursier. Sur le marché boursier, ceux qui gagnent ont quelque chose en commun. Ce qu'ils ont en commun, ils ont une stratégie. C'est-à-dire ils savent ce qu'ils cherchent. Et les perdants, ce sont les plus nombreux. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les statistiques officielles. Les perdants sont les plus nombreux. Ils ont aussi quelque chose en commun. Ils n'ont pas de stratégie, ils tâtonnent. Ils se mettent à mélanger toutes les stratégies et à vouloir les appliquer en même temps. Et ça, c'est le propre des perdants. Les gagnants, ils ont une stratégie, ils ont confiance en leur stratégie, ils l'appliquent comme un robot, sans chercher à comprendre le bruit qui se passe autour. Donc, vous êtes arrivé sur le marché, vous avez 1 million, vous voulez investir ces 1 million. D'abord, vous devez élaborer une stratégie. La stratégie, je vous ai déjà définie. Vous devez savoir ce que vous cherchez. Et pour avoir une bonne stratégie, vous devez vous attacher les services d'un dévancier, de quelqu'un qui est capable de vous mettre sur la voie. Voilà. L'investissement en bourse, c'est comme apprendre à rouler une bicyclette. Il faut quelqu'un qui vous met sur la voie, qui vous aide à vous tenir droit sur la bicyclette. Après, vous-même, vous devez être capable de pédaler pour pouvoir avancer. Parce que si vous ne pédalez pas, bien entendu, vous allez tomber. Voilà. Donc, moi, je vous ai dit quelque chose de très pertinent tout à l'heure. Si vous avez pris note, ça va énormément vous aider. Voilà. Donc, après, je ne vous ai pas tout dit. Il y a d'autres choses que vous devez chercher à connaître, soit en achetant des livres pour les lire, soit en achetant des formations. Voilà. Et ne soyez pas abonnés à la gratuité. Il y a des gens, j'ai croisé des gens qui ont des portefeuilles de 20 millions, 50 millions, 30 millions et qui hésitent ou qui ont peur ou qui refusent de débourser 30 000, 50 000, 100 000 pour acheter un livre ou pour acheter une formation. Est-ce que vous voyez? Vous n'avez pas l'âme d'un investisseur. Un investisseur, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'investir dans sa formation. Chaque jour que Dieu fait, moi, Israël Kwame, je ne fais que me former, je ne fais que acheter de nouvelles formations, acheter de nouveaux livres. Je pense que les gens de Phoenix Capital Management, ils font pareil. Parce que si vous ne vous mettez pas à jour à un moment donné, vous êtes dépassé. Les stratégies qui marchent aujourd'hui ne sont pas celles qui marchaient il y a 50 ans. Ce n'est pas celles qui vont marcher probablement dans 10 ans ou dans 20 ans. Donc, il faut comprendre le marché. À chaque moment, il y a des réalités que vous devez implémenter dans votre stratégie. Mais si vous dormez sur vos lauriers, je pense bien que vous n'allez pas être pertinent. Donc, pour ne pas être long sur votre question, sachez ce que vous cherchez. Ayez quelqu'un pour vous accompagner. Comme vous êtes un débutant, soit à travers des livres, soit à travers des formations que vous allez acheter. Et puis, voilà, après, je pense que vous serez sur la route et vous-même, vous pourrez vous quitter. 5e question, comment adapter toutes les théories économiques existantes à la BRVM? Il faut dire que c'est possible d'adapter toutes les théories. Ok? Vous pouvez le faire. Mais sachez que un investisseur en bourse, ce n'est pas quelqu'un qui connaît toutes les théories financières, économiques, techniques, mathématiques. Non. Vous connaissez un certain nombre de théories. Vous essayez de les implémenter. Vous n'allez jamais connaître toutes les théories existantes. Et d'ailleurs, vous n'avez pas besoin même de beaucoup trop de théories. Vous n'avez pas besoin de beaucoup trop de stratégies. Parce que beaucoup trop de stratégies vont à terme vous envoyer dans des situations contradictoires. Et donc, pour notre papa qui a posé cette question, si vous avez des théories
économique, financière ou technique que vous voulez implémenter, il n'y a pas de souci. Chaque marché a ses réalités, a ses spécificités. Donc, l'application d'une théorie, par exemple la théorie de dos sur les marchés internationaux, c'est pas forcément identique à l'application qu'on fait au niveau de la BRVM. Ok? Dans son essence, c'est la même chose, mais après, il faut une adaptation. Ok? Parce que la BRVM a ses spécificités. Voilà, je pense que vous êtes des gens qui avaient déjà une notion de la chose. Par exemple, au niveau de l'évolution des prix, les prix au niveau de la BFM sont plafonnés. Ok, à la hausse, il y a aussi des planchers à la baisse. En une journée de cotation, un titre ne peut pas monter ou baisser de plus de 7,5%. Il y a des réalités de la BFM qui ne sont pas forcément les réalités des marchés européens et américains. Donc, il faut toujours adapter ce que vous avez appris sur le marché international. Voilà. Maintenant, après, il peut exister des théories qui ne soient pas applicables dans un petit marché comme la BRVM. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, essayez de trouver des stratégies qu'on peut appliquer. Après, dans l'implémentation, vous pourrez certainement voir avec vos collaborateurs qui peuvent être vos mentors, vos formateurs, ou des livres, ou votre SCGI, ou je ne sais qui encore, comment implémenter cela de manière efficace sur le marché de la BRBM. Dernière question, je n'ai pas entendu parler de moyenne mobile ni de RSI. Ok, c'est vrai, vous avez raison, mais ça ne dépend pas de moi. En fait, ceux qui m'ont convié à ce webinaire, je vais parler de Phoenix Capital Management, la SGI Phoenix Capital Management, à qui je dis encore merci d'avoir eu confiance en moi et de m'avoir convié à ce webinaire, m'a donné un thème. C'est par rapport au thème que j'ai exposé. Ok? Voilà. En plus, on a eu des soucis techniques dès le départ et on n'a pas commencé à l'heure. Et donc, vous voyez qu'il est midi 30. On devrait finir à midi 00. Il est midi 30. Voilà. Donc, on n'a pas eu suffisamment de temps pour parler de moyenne mobile ni de RSI. Sinon que ce sont des indicateurs que j'utilise couramment pour ceux qui me connaissent. Je ne sais pas si les gens qui sont connectés, certains me connaissent, mais ce sont des moyennes mobiles, ce sont des indicateurs techniques que j'utilise beaucoup, que je recommande aux auditeurs, aux étudiants de CFA Bourse et ceux qui sont dans la communauté CFA Bourse, ils savent que c'est nos indicateurs préférés, la moyenne mobile, le RSI, on les utilise chaque fois, mais on n'a pas le temps on n'a pas eu le temps de parler de ça aujourd'hui parce que le thème qu'on m'a donné ne faisait pas référence à cela. Donc c'est vraiment dommage, je suis désolé, mais voilà, on ne peut pas tout faire en même temps. Peut-être que si ça plaît à Phoenix Capital Management de peut-être selon ma disponibilité et selon aussi leur disponibilité, qu'on revienne parler d'autres choses, on verra. Mais pour le moment, voilà, on a fait un peu. Je pense que vous pourrez continuer ou on pourra continuer ça prochainement. Merci, je pense avoir répondu à cette série de questions. Bon. Cher formateur Israël Kwame, merci pour toutes ces réponses pertinentes et informatives que tu as pu donner. Faisons merci, merci pour la dextérité avec laquelle tu as participé. Je voudrais aussi rappeler aux auditeurs que c'est une première série de webinaires. C'est l'analyse technique, c'est beaucoup grand, c'est beaucoup ouvert. Donc ça, c'est la première édition. On aura encore une autre édition pour entrer encore dans les détails. Voilà, on aura encore une autre édition pour rentrer encore dans les détails avec d'autres aspects de l'analyse technique. Aujourd'hui, c'était déjà pour donner un appétit, pour ouvrir, comme on le dit en griffe, les yeux pour pouvoir avoir comme cet outil-là que vous pouvez utiliser déjà pour faire
soit vos achats, ou bien essayer de le tester chez vous. Donc, on vous remercie pour cela. D'accord. Donc, OK. Un instant. D'accord. Donc, mesdames et messieurs les participants, nous arrivons au thème de notre session de formation enrichissante sur l'analyse technique pour gagner en bourse à la BFVM. Nous tenons à vous remercier chaleureusement pour la participation active, vos échanges pertinents. Nous excusons aussi pour le retard accusé dû aux problèmes techniques. Tout d'abord, nous voudrons dire un merci infiniment à Monsieur Israël Kwame, coach, directeur de CFA Bourse, de la communauté CFA, pour son expertise et sa clarté dans ses explications. Grâce à lui, nous avons pu mieux comprendre quelques techniques d'outils, analyse technique pour prendre des décisions d'investissement plus éclairées. Nous voudrons encore lui remercier, le remercier et remercier l'ensemble de sa communauté et aussi vous inviter pour ceux qui le pourront aussi à suivre quelques-unes de ces formations plus détaillées. L'investissement en bourse est un levier puissant de création de richesses. Il requiert la méthode et la rigueur, les connaissances solides. Aujourd'hui, nous avons exploré comment interpréter certaines tendances, indicateurs clés, stratégies gagnantes. Nous espérons que cela va optimiser vos placements et atteindre vos objectifs financiers. À la même occasion, je voudrais rappeler aux uns aux autres que la SG Phoenix Capital reste à votre disposition avec ses experts et ses conseillers pour vous aider aussi à vous offrir des meilleures opportunités d'investissement. Nous restons disponibles pour la création de comptes, des conseils, des orientations. En tout cas, chez Phoenix, nous croyons fermement à la formation et à l'accompagnement. Comme on l'a dit tantôt, nous allons continuer la série de formations. Nous avons vu durant le sondage des formations qui seront transmises dans les prochains jours. Sur ce, nous vous disons merci. Nous vous demandons de rester connecté à la page de Phoenix Capital Management, à la page Facebook, à la page LinkedIn. Sur ce, nous vous disons merci, merci et encore merci à tous. Merci chez vous et bon week-end à vous. Et Phoenix vous remercie. Merci beaucoup, chers formateurs. Merci, merci d'avoir été là. Nous vous disons merci, merci et encore merci. Merci, merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est possible d'activer vos caméras pour qu'on puisse faire une photo de famille. En tout cas, merci encore à Phoenix et à tous les participants. J'ai vraiment été heureux de passer ces moments avec vous et je pense que ça ne sera pas la dernière séance. Et à très bientôt, que Dieu vous bénisse. Ceux qui ont les caméras fermées, est-ce que c'est parce que vous êtes au boulot ou bien vous dormez? J'espère que vous ne dormez pas. Hein? Ouvrez les caméras, on va prendre une photo de fin de séance et puis on va se quitter. Il est 12h39. Bon temps de carême à tous. Hein? Bon temps de carême à tous. Effectivement, merci. Bon temps de carême à tous, que ce soit les musulmans, les chrétiens. Ok. Frère Sosten, c'est bon? On peut se déconnecter? Oui, on peut se déconnecter. Merci, Okay. merci à tous. Ciao, ciao. Merci à tous.